Et oui, bien depuis début juin, Serge, les contaminations à la Covid sont en constante augmentation et pourtant, on le sait, les virus se propagent plus facilement l'hiver. Les pièces fermées, le manque d'aération, les réunions en lieu clos sont tout autant de facteurs qui expliquent la diffusion des virus. Alors comment justement expliquer l'existence d'une 7e vague depuis début juin? Pourquoi la propagation du virus ne ralentit-elle pas cet été? Eh bien, pour répondre à toutes ces questions, nous retrouvons notre invité, le médecin de Radiologie, le docteur Serge Rafal. Bonjour Serge. Bonjour, Rebonjour, et j'ajoute qu'on peut vous retrouver tous les matins sur Radio J à 6h40 pour votre chronique C'est bon pour la santé. Alors, une première question puisqu'on parle de la crise sanitaire. Serge, concrètement, où en est-on de l'épidémie ? L'épidémie, Ilana, est bien évidemment en recul. On envisageait, les scientifiques parlaient de la fin de l'épidémie vers fin de mois de juillet. On est là à la mi-juillet et indiscutablement, les chiffres sont en train de descendre. Ouais. Ça descend à peu près de 20% par semaine. On a la mémoire un petit peu courte. Là, ce matin, vous avez fait une rubrique sur la mémoire. Ouais. Même pour nous, il y a eu une grosse vague au mois de janvier qui était beaucoup plus importante que celle-là. Il y a eu une vague en avril. Alors, on a été surpris parce que effectivement, le virus, pour tous les épidémiologistes, pour les scientifiques, était un virus plutôt saisonnier. Et là, on était surpris de voir une montée des chiffres. Mais relativisons-les. Ouais. En janvier, on a eu des journées à 500 000 cas. La moyenne était de 350 000 cas par jour. Ce qu'on n'a pas eu cette fois-ci. On a été surpris, évidemment, avec des journées à 200, 300 000 cas. On avait perdu l'habitude. Mais dans les réanimations, on est resté sous les 1200 personnes en réa. En janvier, en avril, c'était 3500. Il y a moins de 20 000. Il y a autour de 20 000 patients hospitalisés. On était à 30 000. Et même le nombre des décès, et bien évidemment, ça reste un nombre conséquent, mais c'est beaucoup plus bas que ce qu'on avait observé. Mais malgré tout, donc ces derniers mois, la France a connu un relâchement des gestes barrières qui peut aussi expliquer en partie quand même ce rebond épidémique, même s'il est moindre par rapport au mois de janvier. Quelles sont les causes véritablement de cette flambée de l'épidémie ? Les causes, vous en avez évoqué une, et le relâchement brutal des mesures, c'est ça, en fait. dont le port du masque dans les transports en commun, dans les lieux confinés, la présence d'un mutant qui est beaucoup plus infectieux, plus contaminant, avec des symptômes plus aigus que l'ancien. On a eu le alpha, vous vous en souvenez plus, on a eu le bêta, le gamma, on a passé le xi, parce que pour pas vexer nos amis chinois, donc on est passé directement à l'omicron. Et l'omicron, on a eu le BA1, le 2, et puis on s'est aperçu que le 5 était 20% plus infectant et un petit peu plus symptomatique, mais parfois pas très symptomatique. Il y a beaucoup de patients qui sont contaminés sans le savoir. Regardez dans le Tour de France, il y a des contrôles très régulièrement. Et puis les patients qui la veille avaient fait 3 grands cols sont positifs et obligés de quitter la compétition. Ouais. Alors on parle du variant Omicron majoritaire en France, en particulier sous les formes BA4 et BA5. Quels sont les symptômes justement ? Oui, le BA5 là représente 3/4 des cas actuellement. Alors la grosse différence avec le Delta et même avec le BA1, le BA2, c'est qu'on a peu de manifestations pulmonaires. C'est-à-dire qu'il ne reste pas plus bas que la gorge. Donc les symptômes sont essentiellement une fatigue qui peut durer. Je vous ai dit, l'évolution, il est un petit peu plus long que les autres. Un mal de gorge, de la fièvre, une fièvre qui peut être une fièvre à 38-39 mais qui va durer 48 heures, et puis des patients qui vont continuer à racler, à avoir un petit peu mal à la gorge. Alors, ça c'est pour le BA5 plutôt. Oui, pour le BA5, il y a quelques troubles digestifs qu'on a observés. On a vu une recrudescence de l'anosmie, la perte du goût et de l'odorat qu'on avait un petit peu oublié. En fait, je pense que c'est un autre variant. Et là, donc, on est avec du BA5 jusqu'au prochain variant. On commence à discuter d'une variété, d'un sous-variant de l'Omicron qui est le Centaure. Alors on va parler du Centaure justement dans un instant, mais pour revenir justement à l'Omicron, est-ce qu'il y a une population cible justement ? Est-ce qu'il y a une population en particulier qui est visée ? Est-ce que ce sont les personnes âgées, les personnes à risque ?
Oui, bien évidemment, c'est une maladie qui finalement intéresse une classe d'âge, intéresse en gros 15-17 millions de personnes qui sont fragiles et qui ne concerne pas les enfants. Les enfants, il y a une circulation qui est une circulation très très importante, mais les formes graves sont presque l'apanage des personnes d'un certain âge. Des hommes, il y a un sexe ratio qui est plutôt masculin, et puis dans les milieux défavorisés, probablement l'alimentation et l'hygiène de vie. Après, des patients qui sont porteurs d'une pathologie chronique, on a beaucoup parlé des comorbidités, mais un certain nombre de maladies sont elles aussi facilitantes, les cancers, les greffés, et bien évidemment la prise de certains médicaments. Je pense à la cortisone, certains patients, les greffés en particulier, ont un traitement immunosuppresseur. Et les patients qui sont sous chimio. Voilà, on est là avec les populations qui sont les populations qui, non seulement, doivent vraiment impérativement garder le masque. Oui, dès qu'il y a du monde, dès qu'on est en atmosphère confinée, non ventilée, il faut absolument qu'elle conserve le masque et les gestes barrières. Mais on est quand même moins paranoïaque qu'on l'a été avant les fêtes de fin d'année entre parents mais tout de même, se laver les mains, éviter de se faire la bise, aérer régulièrement. Alors on parlait du sous-variant, le centaure, c'est quand même, le nom est assez effrayant déjà. Alors, oui, mais c'est plus simple que B, A, 2. Alors qu'est-ce qu'il a de différent? Quelques chiffres. Là aussi, vous savez, pour l'OMS, il y a 3 types de variants. Il y a les variants qu'on voit apparaître, donc qui sont les variants à suivre. Il y a des variants qui parfois sont un tout petit peu plus inquiétants, c'est des variants sous surveillance. Et puis, il y a les variants qui commencent à être vraiment très très graves, ce qu'on a eu avec le Delta ou avec l'Alpha, donc qui sont des variants préoccupants. Là, on est sur un variant qui vient d'apparaître. On l'a trouvé en Australie, on l'a trouvé aux Pays-Bas, en Europe. Pour l'instant, c'est juste un variant à suivre et on ne sait pas quel sera son destin. On va rappeler ces chiffres, docteur. 80,8% des Français ont reçu au moins une dose de vaccin. 79,5% ont reçu toutes les doses requises. 55% ont reçu une dose de rappel supplémentaire. Plus de 37 millions de Français ont donc reçu les 3 doses de vaccin. Alors, où en est-on actuellement justement des vaccins? Je pense que c'est un point qui intéresse aussi. Est-ce qu'il faut faire la 4e dose ou est-ce que c'est réservé seulement, entre guillemets, aux personnes âgées et fragiles? On s'est rendu compte que déjà la 3e dose protégeait des formes graves. Et finalement, ce qu'on demande à la maladie, c'est d'éviter les formes graves. Si on est simplement avec une maladie qui reste endémique, avec des cas qui entraînent un petit rhume ou un petit épisode infectieux, c'est pas grave. Tandis que pour les personnes qui sont les personnes à risque, dont on a parlé, bien entendu, on s'aperçoit, là ça a été une des mauvaises surprises. La première surprise, c'était que ce vaccin ne protégeait pas de l'infection. Et la deuxième, c'est que l'immunité était une immunité limitée dans le temps. Donc les recommandations, là, actuellement, c'est évidemment de faire une 4e dose pour les personnes qui ont eu le rappel, donc la 2e dose, en décembre. On est 6 mois après, on s'aperçoit que le taux des anticorps commence à descendre. Et parmi les patients là, qui sont hospitalisés, on a actuellement 80, une centaine de patients qui décèdent. Ces chiffres vont monter, même si l'épidémie tend décrue, parce que des patients... Mais les enfants, les adolescents, les personnes de 30 ans n'ont pas besoin de faire la 4e dose? Non. Une des questions, c'est ont-ils besoin d'être vaccinés? Alors, on voit que Pfizer, que les gros laboratoires proposent une vaccination pour les plus jeunes, les 5-11 ans aux États-Unis, ça reste quand même et surtout, très, si on a eu le Covid, ça décale aussi évidemment le vaccin. Est-ce qu'on peut rappeler les délais entre 2 doses? Alors, c'est simple. En gros, c'est 3 mois s'il y a eu une infection, si c'est une personne âgée, si c'est une personne à risque, et c'est 6 mois pour les autres. Mais on s'aperçoit que actuellement, les patients attendaient, comme certains attendent le Beaujolais nouveau, le nouveau vaccin pour la rentrée. Et là, on n'a pas de précision. On sait que ça sera à l'automne. On pense qu'il sera plus efficace que les vaccins qui sont à notre disposition. Mais là, dans les ARN, il ne faut pas leur demander plus qu'ils ne peuvent donner. L'ARN est très, très, très efficace sur les formes graves. Malheureusement, et ça a été la mauvaise surprise, pas du tout efficace sur l'infection. Et la fin de la phase 3, de la phase 4 du produit peut laisser espérer des taux qui sont
plus élevé et on l'espère plus durable dans le temps, comme par exemple un vaccin contre la grippe qu'on fait tous les ans. Vous voyez bien qu'on est en train de courir après. Vous me posez la question de savoir s'il faut le faire tous les 3 mois, tous les 6 mois. On ne se pose pas cette question avec la grippe. Et si on est réticent au vaccin, est-ce qu'il y a d'autres traitements ? Eh bien, les laboratoires ont évidemment travaillé sur ces produits-là et on a depuis quelques semaines en ville un produit qui s'adresse à des patients pour lesquels la maladie pourrait être grave. C'est un produit qui s'appelle le Paxlovid, qui est extrêmement simple d'utilisation. C'est 3 comprimés 2 fois par jour pendant 5 jours, avec un certain nombre de contre-indications, mais un intérêt, parce que c'est vraiment l'équivalent d'un vaccin, puisqu'il empêche les formes graves. Alors, un message relayé par le PDG de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, a appelé le 29 juin dernier les voyageurs à porter à nouveau le masque dans les gares et les trains, même si ce n'est pas obligatoire. On a vraiment l'impression, Serge, que c'est tout de même aujourd'hui la fin de quelque chose. Est-ce que, justement, c'est la fin de l'état d'urgence qui avait été institué en mars 2020 et du conseil scientifique ? C'est la fin des deux, c'est la fin bien évidemment. Donc l'état d'urgence il n'y a plus d'obligation. L'état d'urgence se termine à la fin du mois. Vous avez entendu les déclarations de Monsieur Brown, le nouveau ministre. Il est quand même plus cool, on va dire, que Véran, Olivier Véran. Et il y a une lassitude au niveau de la population qui vous voyez, a bien compris que le vaccin ne protégeait pas, parce que vous faites 2 doses, 3 doses, vous n'êtes pas protégé, vous pouvez rattraper la maladie. Mais justement, peut-être une question, le Covid est là pour durer, on l'a bien compris. Est-ce que finalement... Il est endémique, c'est ça. Maintenant, est-ce que finalement, justement, en tout cas selon votre avis personnel, il ne faudrait pas considérer le coronavirus comme maintenant une grippe, avec par exemple comme ce qui se passe pour la grippe, la non-obligation de s'isoler. Est-ce que ça devrait être le cas en France pour la Covid ? Ça va l'être. Le problème, vous l'avez bien vu, c'est qu'on pouvait être atteint par le BA1, on était protégé quelques semaines et quand même attraper le BA5. Donc là, on est avec un virus qui est endémique. On n'arrivera pas à s'en débarrasser. On ne fera pas comme les Chinois qui voulaient du zéro Covid. Ça n'existera plus. Tout dépend de la dangerosité des mutants, parce que la seule crainte des scientifiques, c'est que là, pour l'instant, on a l'impression, si vous voulez, des mutations, effectivement, avec des variants qui sont plus contagieux, mais qui ne sont pas plus dangereux. Ils restent dangereux pour une population qui est une population à risque. Donc, on va dire que les enfants, les plus jeunes, sont relativement à l'abri, même si, bien évidemment, ils participent à la circulation du virus, et que cette maladie concerne principalement les praticiens, les médecins de mon âge et le public, avec les populations, même si moi, je ne fais pas partie des populations à risque en dehors de l'âge. Eh bien, merci beaucoup, Serge Rafal, le docteur de Radio J, le docteur qu'on retrouve tous les matins à 6h40 pour la chronique. C'est bon pour la santé, et également en podcast sur notre site internet radioj.fr et en vidéo sur notre chaîne YouTube. À très bientôt, Serge. Merci, Lana.